Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur LCI, député européen et donc candidat écologiste à l'élection présidentielle. Vous quittez à l'instant un rassemblement pour la Syrie après avoir vous-même signé une tribune intitulée SOS Alep. La résolution française doit ouvrir la voie au cessez-le-feu et à la négociation, a affirmé le président Hollande aujourd'hui même. Est-ce que vous pensez qu'elle permet de faire quoi que ce soit et de faire évoluer les choses sur le plan humanitaire ? Écoutez, on sait malheureusement dans le conflit qui est engagé depuis près de 6 ans et depuis plusieurs mois que Vladimir Poutine, il accepte un compromis quand il a gagné, malheureusement. Et c'est ça la situation à Alep. C'est qu'il a gagné, il y a eu les massacres qu'on connaît, les populations civiles sont en train d'être évacuées, tant mieux. Mais on sait que cette guerre n'est pas terminée et que Vladimir Poutine, allié de Bachar el-Assad, veut éradiquer toute velléité démocratique dans ce pays. Il faut se souvenir qu'Alep, ça n'est pas Daesh. Les insurgés avaient réussi à évacuer Daesh en 2014. Vous en êtes sûr ? C'est clairement le terrain tel qu'il se précise. Qu'il y ait quelques dizaines ou quelques centaines d'islamistes radicaux à Alep, ça a toujours été reconnu par tout le monde, mais rien à voir avec les centaines de milliers d'habitants qui peuplaient Alep-Est. Et donc, à partir du moment où on est dans cette situation, la question c'est quel est le rapport de force concret vis-à-vis de Vladimir Poutine pour être sûr qu'il y ait une vraie négociation et pas simplement un jeu de posture. Je vous dis Alep, vous me répondez tout de suite Poutine. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on peut aborder ces questions ? C'est-à-dire que j'ai vu que vous aviez demandé aussi à ce qu'on publie une liste d'oligarques qui seraient interdits en Europe. On peut très bien comprendre. Moralement, je fais pas semblant de ne pas comprendre. Mais après, il y a un moment où on discute avec les acteurs d'un dossier. Et Poutine on discute avec les acteurs d'un dossier. Constatez malheureusement qu'à chaque fois qu'on discute avec Poutine sans rapport de force, il fait à la minute suivant sa signature exactement ce qu'il veut. Ça s'est passé en Ukraine, ça s'est passé en Syrie. Donc la question c'est comment on construit un rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine qui permet justement de commencer à construire le cessez-le-feu, voire la paix dans ce pays. Et pour cela, la seule fois où il a bougé, Vladimir Poutine, c'est quand l'Union européenne l'a menacé de nouvelles sanctions économiques. Moi, je ne veux pas sanctionner le peuple russe, qui est aussi victime du régime de Vladimir Poutine. Je veux sanctionner ceux qui sont directement responsables des crimes qui ont été commis à Alep, qui sont les mêmes qui ont fait les crimes à Grozny, qui sont les mêmes qui, dans ce pays, vous le savez, menacent les journalistes dès qu'ils veulent faire de leur travail, menacent les opposants. Et c'est en construisant ce rapport de force, là où ça touche l'oligarchie autour de Poutine, c'est l'argent, qu'on l'amènera à faire de réelles concessions. C'est l'argent. Donc, y compris les oligarques, comme vous le savez, qui ont tous les jours un discours très anti-occidental, achètent des biens immobiliers en Europe, envoient leurs enfants faire leurs études, ont leur compte bancaire en Europe. Donc, c'est ça qu'il faut geler pour mettre la pression. Donc, votre stratégie dans le dossier syrien et dans le drame humanitaire qu'il y a eu en ce moment, c'est finalement de sanctionner la Russie. Non, c'est de menacer les proches de Vladimir Poutine coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, pour imposer à Vladimir Poutine une réelle négociation. Pas une posture, mais une réelle négociation, parce qu'il a quand même pris la décision lui-même. Même le texte qui a été voté aujourd'hui, en fait, c'est le texte des Russes, on ne le dit pas. Alors, il a été présenté par la France, oui, mais il y avait une version française et une version russe, et c'est la version russe qui a été adoptée. On sait que nous n'enverrons pas de soldats en Syrie. C'est une évidence. Nous, évidemment, on ne va pas déclencher un conflit avec la Russie. Donc, quels sont les moyens de pression sur la Russie ? Je l'ai dit, là où il est touché, c'est quand les États-Unis, comme l'Union européenne, commencent à menacer l'oligarchie qui dirige ce pays. Le deuxième élément sur lequel c'est terrible parce que on est loin des massacres d'Alep. C'est aussi l'orgueil de Vladimir Poutine sur la Coupe du Monde. Aller jouer à Moscou, faire du football à Moscou en 2018, quand potentiellement il sera encore en train de massacrer des enfants, des femmes et des hommes en Syrie, c'est totalement dingue. Et donc il faut que cette boycott de la Coupe du Monde. J'appelle à ce que cette Coupe du Monde se dirige, se joue ailleurs. Pourquoi pas la France ? Pourquoi pas l'Union européenne ? Nous, on a tous les stades qu'il faut. Mais franchement, aller jouer au football pendant qu'il y a des massacres, ça me paraît totalement hallucinant du point de vue du message qu'on envoie. Et donc, là-dessus, souvenez-vous des jeux de Scotchy. À ce moment-là,
y compris du fait de la pression. Il a été obligé de libérer un certain nombre de prisonniers politiques. Et bien alors, dans ce cas-là, il faut y aller. Les seuls enjeux, c'est de lui faire mal là où il est touché. L'argent et son image. L'argent de ses amis et son image. Exactement. L'argent de ses amis et son orgueil. C'est terrible d'en arriver là, mais c'est la situation politique dans laquelle on est et on ne peut pas rester totalement prisonnier du Conseil de sécurité et être pris en otage par le veto russe au Conseil de sécurité sans agir. Si on n'est pas pris en otage par le Conseil de sécurité, de toute façon, pour l'instant, ça se joue quasiment à trois, la Russie, l'Iran et la Turquie. Donc ça nous échappe. Je ne vous dis pas qu'on doit se satisfaire de cette situation de spectateur. C'est terrible. Le réalisme est là. Vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'on est tenu par les Russes, y compris par le gaz. Parce que nous sommes très dépendants, d'où l'enjeu, y compris d'économiser l'énergie chez nous. Et quand nous, on porte l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, c'est aussi pour se passer du gaz russe. L'Europe donne 1 milliard par jour. 1 milliard par jour à la Russie et aux pétromonarchies du Golfe du fait de notre addiction au gaz et au pétrole. C'est aussi gérer la question des réfugiés. Le fait de déléguer à Erdogan totalement la question des réfugiés, y compris le droit, y compris notre humanité, y compris nos responsabilités, ça veut dire qu'on est entre les mains aujourd'hui de dictateurs qui sont en train de foutre un bazar absolu autour de l'Europe et on pense que pendant combien de temps pensons-nous que cette réalité-là va nous échapper ou qu'on va être protégé de cette réalité-là. Se mettre dans ces mains-là, c'est d'une certaine façon, un jour, ça se retournera fortement contre nous. Je suis intéressé et surpris de vos premières réponses parce que j'ai envie de vous dire qu'avec un autre candidat écologiste à l'élection présidentielle, on en serait déjà à parler. Ce qui ne veut pas dire du tout que ça ne vous intéresse pas puisque vous avez fini par me parler de l'écologie et des économies d'énergie nécessaires. Mais en fait, vous me tenez un discours diplomatique depuis le début de cet entretien. Ça veut dire que vous avez une vision qui dépasse le simple cadre de votre candidature écolo à l'élection présidentielle. On s'est bien compris. C'est volontaire, c'est assumé. Mais l'écologie est un projet par lequel on peut regarder tous les enjeux de la société, que ce soit la politique étrangère. Et de la même façon, j'ai fortement critiqué les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ou payées par l'Arabie Saoudite à l'Égypte, parce que ça nous met aussi dans une complaisance vis-à-vis d'un régime qui exporte une vision fascisante de la religion, qui fait aussi des choses absolument abominables au Yémen, dont on parle très peu. L'écologie, c'est aussi une pensée à travers laquelle on peut regarder l'éducation, on peut regarder la reconstruction de l'Europe, on peut regarder la revitalisation de nos institutions. Vous avez une vision qui est une dimension globale des questions. Absolument. Et pas uniquement à travers le prisme écologique. Même si vous nous dites qu'il est évidemment essentiel, puisque c'est votre colonne vertébrale. C'est notre colonne vertébrale, mais le projet écologiste est aussi un projet de justice internationale, et on voit à quel point aujourd'hui la concentration extrême des richesses, l'explosion des inégalités dans nos sociétés comme dans les relations nord-sud sont des facteurs absolus de déstabilisation. Mais derrière, il y a aussi toujours, vous savez, en Syrie, la question de la sécheresse, qui a plombé pendant des années une bonne partie de la Syrie, a participé aussi de la déstabilisation de ce pays. Donc souvent, les choses sont liées. Je nous ramène à la situation française et au pic de pollution. Pendant ce pic de pollution la semaine dernière, vous avez dénoncé une forme de négligence criminelle du gouvernement. Je répète les mots, négligence criminelle du gouvernement. Vous vous rendez compte des propos que vous tenez ? Oui. Vous vous rendez compte qu'il y a 48 000 morts prématurées par an dans ce pays du fait de la pollution de l'air. C'est entre 130 et 140 morts par jour. Quand vous avez le gouvernement qui peut être très réactif sur bien des sujets, tant mieux. Mais plus d'une semaine à se réunir pour annoncer des mesures sur la pollution de l'air, alors que nous suffoquons tous. Quand vous avez... Dire que François Hollande a fait 48 000 morts prématurées en ne prenant pas des mesures à temps. C'est pas vrai. Je dis que quand ce gouvernement, au fil des années, comme le gouvernement précédent, n'investit pas suffisamment sur les transports collectifs, n'a pas profité à un moment de la crise automobile. On a donné des milliards au groupe automobile français. Aucune conditionnalité de moindre émission, que ce soit de dioxyde d'azote comme de dioxyde de carbone. Je dis qu'il y a une responsabilité, il y a des choix industriels qui sont faits, qui ne permettent pas de lutter sérieusement contre la pollution de l'air. Et vous savez que en Île-de-France, par exemple, on évoque le chiffre d'1 milliard d'euros qui manque par an
pour que les transports collectifs soient à peu près restaurés. C'est le bazar. 1 milliard d'euros, c'est ce que devait nous rapporter la taxe sur les poids lourds. La taxe supprimée. Vous avez un François Fillon qui a annoncé dans son projet, on parle beaucoup de l'enjeu de l'assurance maladie, il a annoncé la suppression du versement transport. Rien qu'en Ile-de-France, ce sont des milliards. C'est ce que donnent les entreprises aux collectivités pour financer les transports collectifs. Dans la plupart des villes, c'est 60-80% du financement des transports collectifs. Au moment où on sait la réalité scientifique des dommages sur la santé, on sait qu'on peut, à travers les transports collectifs, qui est une demande majeure de ceux qui veulent se déplacer, et l'innovation industrielle, on pourrait lutter efficacement contre la pollution de l'air. Je dis que ne pas le faire, quand c'est 130 à 140 morts par jour, c'est criminel. Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, souhaite que la France montre plus de solidarité envers les réfugiés en augmentant son aide financière, en développant les visas humanitaires et en accordant un droit au travail pour les nouveaux arrivants. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il veut instaurer des visas humanitaires et un droit au travail pour les réfugiés. Mais logiquement, la France devrait accueillir beaucoup plus de réfugiés. Au regard de la situation du nombre de réfugiés en Grèce, du nombre de réfugiés en Italie et de la réalité de la crise des réfugiés, on aurait dû en accueillir, si on avait fait notre juste part, sur la réinstallation uniquement de ceux qui sont en Grèce et en Italie, 30 000. On est très loin du chiffre. Et vous savez que l'Allemagne a réussi ce tour de force de donner un toit et un lit à plus d'1 million de réfugiés, pendant que nous discutons de savoir comment on loge 10 000 réfugiés. 895 000 selon les chiffres officiels. Il se trouve tout simplement que pendant sa campagne qui a lieu en ce moment, Mme Merkel est en train de revenir là-dessus et dire que maintenant c'est très bien, mais qu'il faut faire attention. Mme Merkel a toujours dit, ma foi m'oblige à cette générosité-là. 2, elle a dit, moi je viens d'Europe de l'Est, plus jamais de mur en Europe. Elle a dit 3, nous avons la responsabilité, nous avons le devoir et l'obligation d'accueillir ces survivants. Et elle a dit, ça va être difficile, mais on va se retrousser les manches. Ça n'est pas le ton de sa campagne en ce moment. Hein. Oui, mais elle l'a fait. Elle a dit, vous savez, elle a été très intéressante quand elle a parlé de l'impact de ça. Ça reste quand même une des dirigeantes européennes les plus populaires dans son pays. C'est juste. En assumant cette responsabilité historique d'accueillir autant de réfugiés, et c'est très difficile. Elle a dit à un moment, elle n'a pas dit « mon erreur a été d'accueillir des réfugiés ». Elle a dit « mon erreur a été de laisser en place pendant tant d'années le système de Dublin qui fait que les réfugiés sont scotchés en Grèce et en Italie ». Donc elle a porté le partage du fardeau à l'échelle européenne. Et les quelques difficultés qu'a eu l'Allemagne, et c'est compliqué pour eux d'accueillir autant de réfugiés, c'est le fait de notre inaction. Benoît Hamon, c'est comme s'il n'existait pas. Hein. C'était quand même ma question. Je vous demande ce que vous pensez. C'était une question sur le fond, c'était pas une question sur Benoît Hamon. J'entends bien, mais je veux bien quand même que vous me disiez ce que vous pensez des propos de Benoît Hamon. D'autant plus que régulièrement, on veut vous associer d'une façon ou d'une autre. Et Benoît Hamon est quelqu'un qui, dans ce qu'il raconte, est très proche des idées écologistes aujourd'hui. Il s'inspire d'ailleurs, comme d'autres, du projet écologiste. Et je l'ai entendu, comme vous, dire plus question pour moi de m'associer derrière un candidat qui serait, ce sont ces termes, productiviste, au sens où on continue comme avant, au moment où le monde choisit les énergies renouvelables parce qu'elles sont moins chères, on s'enferre, on s'obsède, on s'enlise dans le nucléaire. Au moment où nous avons besoin que notre industrie soit innovante, qu'on produise la voiture intelligente, qu'on partage, peu polluante, on est toujours coincé dans le diesel, que Notre-Dame-des-Landes nous pourrit la vie en Loire-Atlantique, et Benoît Hamon dit « je ne pourrais pas soutenir des candidats qui défendent ça ». C'est ce que j'entends. Oui. Il va avoir un problème quand même avec Manuel Valls, avec Arnaud Montebourg, avec Vincent Peillon, si ce tour qui gagne. Donc j'aurai grand plaisir à l'accueillir dans ma campagne. Revenons justement sur votre campagne. Mais c'est bien, après, si vous voulez, tous ceux qui parlent d'écologie dans le moment, c'est bien. On en a besoin pour construire le débat public dans ce pays. Je remarque quand même que c'est pas facile de faire campagne sans élus et sans argent. Et c'est en gros votre situation en ce moment. On a à peu près 250 signatures d'élus. Bah oui. Il en faudra 500. Il en faut 500. Ça m'a pas échappé. Je me suis un peu renseigné sur la question. Nous avons structuré un réseau de 180 correspondants départementaux parce que on a perdu des élus, mais en même temps, on a eu beaucoup d'élus qui connaissent très bien les territoires. Et quand nous parlons service public dans la ruralité,
quand nous parlons relocalisation de l'économie, quand nous parlons agriculture paysanne, quand nous parlons cantine bio, quand nous parlons de tous ces sujets de la santé, du numérique, de la couverture Wi-Fi ou réseau, il y a beaucoup de maires qui se reconnaissent dans notre projet. Ces questions sont beaucoup plus importantes que le nombre d'adhérents aujourd'hui de votre parti. Mais ça, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que ça a un effet. Je crois qu'il y avait 6800 adhérents à jour de cotisation. C'est moins que Jean-François Poisson dans son parti démocrate chrétien. Attendez, laissez-moi terminer. Vous savez, il y a beaucoup de triches sur les trucs. Mais après, je dis pas qu'on a beaucoup. Je dis pas qu'on a beaucoup de membres. C'est la situation de l'écologie politique, je la reconnais. Pour être candidat à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, c'est votre propos. Mais ce sont les urnes qui comptent. Il vous faut, pardonnez-moi, des signatures et un peu d'argent pour faire campagne. Oui, écoutez... Vous venez de déménager le siège à Montreuil. C'est vrai, vous savez, moi, ma campagne, avec 500 signatures, c'est le budget remboursé par l'État, 800 000 euros. Pour faire une campagne. 700 000 euros, ça a été le meeting de la très belle alliance très populaire dernièrement. 700 000 euros. C'est vrai qu'on va faire une campagne sobre. C'est vrai qu'on a lancé une collecte de fonds. C'est vrai qu'on espère avoir plus de fonds. Mais c'est doit être aussi la réalité de la politique. La réalité de la politique, la réalité de ma candidature. C'est aussi aujourd'hui de construire fortement ou de reconstruire l'écologie politique, pas une écologie politique du yaka faucon, pas une écologie politique culpabilisante ni punitive, une écologie politique crédible qui offre un choix très positif dans cette campagne où on demande à tout le monde de dire votez pour le moins pire pour éviter le pire, sachant que c'est toujours le pire qui finit par gagner. Vous aviez eu le courage de dire, je sais que je ne serai pas élu président de la République, c'était une preuve de maturité et d'intelligence. Mais donc, merci. Une campagne de témoignage, c'est très bien. C'est pas du témoignage. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est du témoignage? Non. Vous n'êtes vraiment pas aidé par vos copains. Hulot, il continue d'attendre avant de dire officiellement s'il vous soutient ou pas. Cohn-Bendit, il dit oui, je suis tenté, mais en même temps, je suis tenté aussi par Macron. José Bové dit, ça va être dur d'être audible. Ça va être dur d'être audible. Ah, mais on Ces sait trois-là la difficulté. qui sont les trois grands visages qui devraient être en train de vous aider. Mais ils sont en même temps, José Bové et Danny Cohn-Bendit me soutiennent. Nicolas Hulot, comme il s'est retiré de la politique, il réaffiche une neutralité liée à sa fondation. Et en même temps, je suis Yannick Jadot. Je veux dire, vous savez, José Bové a cette expression en disant « les tontons seront là ». Et j'en suis super heureux. Et j'ai terriblement besoin d'eux, mais en même temps, vous êtes sûr qu'il sera là? j'ai pas besoin de Il aime bien le petit neveu Macron aussi, hein. Oui, moi, Danny Cohn-Bendit, et on a tous les jours la discussion. Lui, il veut faire battre la droite. Moi, je veux faire gagner l'écologie. C'est deux visions différentes. Nicolas Hulot, vous en parliez. Quand il était potentiellement candidat, il était testé à 10, voire plus, dans les sondages. Ça veut dire que 10%, à ce moment-là, des Françaises et des Français étaient prêts à voter pour un candidat de l'écologie. Oui. Et moi, c'est cet espace-là que je veux conquérir. Quand j'ai dit que je pensais que je ne serais pas président de la République parce que je vois bien le paysage politique, je vois l'état de l'écologie politique, mais je sais qu'on a terriblement besoin, vous avez mentionné la pollution de l'air, c'est la santé, notre santé, celle de nos enfants. On pourrait mentionner l'alimentation et l'agriculture, on pourrait mentionner le climat et la relocalisation de l'économie, le changement des institutions et l'Europe. Et l'Europe, et l'Europe, et l'Europe. Et donc, s'il n'y a pas des écologistes pour porter un projet d'avenir, on va dire quoi encore aux Françaises et aux Français? Voter par défaut? Voter pour ceux qui ont été dans le quinquennat précédent ou celui d'avant? Voter pour le moins pire? La stratégie Clinton a échoué. Trouver un candidat contre le pire, qui est Trump, oui, en disant, prenons le candidat, même si c'est un candidat du renoncement. L'autre, c'est une horreur, votez pour moi. Voilà. Et moi, je préfère la stratégie Van der Bellen. En Autriche, il a gagné, mais il n'a pas gagné en disant offre de l'extrême droite est terrible. Il a dit, moi, je veux porter une société ouverte, je veux porter une société pro-européenne, je veux porter une société écologiste, et il a gagné. Comme quoi, on doit pouvoir dans ce pays aussi faire du positif, aussi parler d'avenir, et pas simplement avoir le nez dans le rétroviseur. Merci Yannick. Merci à vous. Nous voir ce soir en direct sur LCI.